Aujourd'hui, on va traiter le cours sur les fonctions numériques d'une variable réelle. En arabe, c'est dawal adadi. Donc, commençons par des définitions et propriétés. Donc, définition d'une fonction. Donc, on appelle une fonction numérique réelle sur un ensemble E, inclus dans R, bien sûr, on lui donne le nombre réel, toute application de E dans R, et on la note, c'est-à-dire c'est la même définition qu'une application. C'est-à-dire à chaque élément de E, on associe un seul élément f de x. Donc chaque élément x appartient à E, on peut associer un seul élément f de x appartient à R. Donc on note l'ensemble de ces fonctions par grand F comme ça, f de ER. E c'est l'ensemble de départ et R c'est l'ensemble d'arrivée. Où E s'appelle l'ensemble de départ. Exemple, soit la fonction définie f de R plus vers R, f de x est égal à racine de x. R plus parce que c'est la fonction racine. Autre définition, que signifie l'ensemble de définitions? En arabe, majmou'at ta'rif. Et bien par définition, l'ensemble des définitions d'une fonction est les éléments de l'ensemble de départ qui ont des images. Les éléments de l'ensemble de départ qui ont des images. Ou dire que la fonction a un sens, ou bien on peut dire ça, la fonction a un sens, où elle est bien définie, qu'on le note par df, des majuscules f. Donc df, c'est l'ensemble des définitions. On va donner quelques exemples qui sont connus. Par exemple, la première fonction, f de x est égal à 1 sur x, elle est définie si x est différent de 0. Donc l'ensemble de définitions, c'est R étoile. Très bien. Deuxième fonction, la racine de x, elle est définie si x supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire c'est R plus. Très bien. Troisième fonction, c'est la fonction ln, logarithme, l'hypérien. Donc ln x, elle est définie si x est strictement positif. Donc c'est-à-dire c'est R plus étoile. R plus étoile. X est strictement positif. Troisième fonction, c'est cosinus x. Cosinus x, leur domaine de définition, c'est R. La même chose pour sinus x. Cinquième fonction, c'est l'exponentielle. L'exponentielle x, elle est définie sur R. Très bien. Autre propriété, l'égalité entre deux fonctions. Donc, deux fonctions f et g, définies de E vers qui est inclus dans R, sont égales si f de x est égal à g de x pour tout x appartient à E. C'est-à-dire l'ensemble de départ, c'est le même, c'est E. D'accord? Et f de x est égal à g de x. C'est la même définition de l'égalité entre deux applications qu'on a vues. Propriété. La première, donc quel que soit x appartient à E, l'ensemble des définitions de f et g, f plus g de x, c'est f de x plus g de x. Deuxième propriété, c'est le produit par un scalaire. Donc quel que soit x appartient à E, quel que soit alpha appartient à R, d'accord? Donc ici on va écrire quel que soit x appartient à E. Quel que soit alpha appartient à R, quel que soit alpha appartient à R. Très bien. Donc, on a alpha f de x. On peut faire sortir le alpha en facteur. C'est alpha fois f de x. Très bien. Composition des fonctions. Composition des fonctions. Soit f et g de fonctions définies par, tel que f, elle est définie dans le domaine de définition de f vers R. X, on associe f de x. Et G, elle est définie dans le domaine de définition de G dg vers R, x associé G de x. Et bien, le composé de la fonction f sur G, on va composer f sur G, existe si seulement si on a la condition suivante. Il faut que G du domaine de G inclus dans df. G du domaine de G inclus dans f. Pourquoi? Parce qu'on va composer ici par f. Donc f de quelque chose, il faut qu'elle appartienne à df, d'accord? Et on a f rangé de x est égal à f de g de x, est égal à f de g de x. Très bien. Sachant que le composé n'est plus commutatif, c'est-à-dire f rangé de x, elle est différente de
G rang f de x. On va donner un exemple. Donc, si on va prendre la première fonction f de x est égale à racine de x, G de x, c'est ln x. Donc, domaine de définition, ici on va prendre R plus étoile vers R plus étoile. D'accord? Parce qu'on a enlevé le 0, même la racine elle est définie au point 0. Mais pourquoi? Pour parler sur G rang f. Donc, G rang f, d'accord? C'est G rang f de x, c'est G de f de x, c'est ln racine de x. ln racine de x. Elle est bien définie. Pourquoi? Parce que la fonction qui est là, racine de x, elle est différente de 0. Racine de x est différente de 0. Et elle est positive. Donc, très bien. Et la racine de x, elle est bien définie. Mais f rang g n'existe pas, car il existe des valeurs où ln x est négative. Donc, racine de ln x n'existe pas. Jamais on a la racine d'une valeur qui est négative. Donc, vous voyez que le composé n'est pas commutatif, même côté d'existence. C'est-à-dire, des fois, G rang f existe et f rang g n'existe pas. Et même s'il existe, on peut avoir G rang f différent de f rang g. Très bien. Une autre définition concernant les fonctions périodiques. Fonctions périodiques. D'accord? Donc, c'est quoi la définition des fonctions périodiques? Donc, une fonction f est dite périodique dans E de période t. D'accord? Si seulement si, premièrement, il existe t positif, toujours la période elle est positive, tel que quel que soit x appartient à E, f de x plus t est égal à f de x. Donc, toujours, on a cette propriété. Parmi les fonctions connues qui sont périodiques, n'oubliez pas cosinus x, elle est 2π périodique. Tangente x, elle est p périodique. La même chose pour cotangente, et ici la même chose pour sinus. Sinus et cos, leur période c'est 2π, et tangente et cotangente, leur période c'est π. Très bien. Une autre définition, ou bien un autre paragraphe, la parité d'une fonction. La parité, c'est-à-dire, est-ce que la fonction elle est paire ou bien impaire? Della zawjiyya ou della fardiyya. Très bien. Donc, soit f, une fonction définie de 2f vers 1, alors f est une fonction paire, della zawjiyya, si seulement si on a la propriété suivante. Quel que soit x appartient à df, il faut que f de moins x est égal à f de x. f de moins x est égal à f de x. Parmi les fonctions qui sont connues, qui sont paires, la fonction x au carré, elle est paire. La valeur absolue, elle est paire. Et cosinus x, elle est paire. Très bien. Définition d'une fonction impaire. Donc ça, c'est fonction paire. Directement, on va définir c'est quoi une fonction impaire. Donc, une fonction impaire, en arabe, c'est della fardiyya. Donc, soit f est une fonction définie de df vers r, alors f est une fonction impaire. Si seulement si, on a, quel que soit x appartient de f, il faut que f de moins x est égal à moins f de x. Est égal à moins f de x. Très bien. Donc, parmi les fonctions impaires, g1 de x est égal à 1 sur x. g2 de x, c'est x3. Et la troisième fonction, c'est sinus x. Donc, pour terminer, on va faire une remarque. Les fonctions paires admettent des graphes symétriques par rapport à l'axe des y, c'est-à-dire y, prime. Point. Donc, toujours les fonctions paires, d'accord, admettent des graphes symétriques par rapport à l'axe des y. Par contre, les fonctions impaires
les fonctions impaires. Les fonctions impaires admettent des graphes symétriques par rapport à l'origine. Par rapport à l'origine, mabda. D'accord? Donc, les fonctions paires, la symétrie, c'est par rapport à l'axe des Y. Et les fonctions impaires, on a la symétrie par rapport à l'axe, par rapport à l'origine. Très bien. Donc, n'oubliez pas ça. Une autre définition, fonction majorée, minorée et bornée. Majorée en arabe, محدودة من الأعلى, minorée, محدودة من أسفل, et bornée, محدودة من أسفل ومن أعلى. Très bien. Donc, on commence par une fonction majorée. Une fonction f est dite majorée dans E s'il existe une constante grand terme, vérifie, quel que soit x appartient à E, f de x inférieur ou égal à grand terme. Donc, par exemple, la fonction f de x 1 sur x est majorée par 1. La plus grande valeur, c'est 1. D'accord? Parce que cette fonction elle est décroissante et la première valeur, c'est la plus grande. 1 sur 1 est égal à 1. محدودة من أعلى. Une fonction minorée, محدودة من الأسفل. Dans E, s'il existe une constante m qui vérifie quel que soit x, m inférieur ou égal à f de x. M inférieur ou égal à f de x. Toujours, il faut utiliser inférieur ou égal. D'accord? Donc, c'est la même fonction, mais dans l'intervalle 0,1. Donc, vous voyez que dans l'intervalle 0,1, 1 sur x, elle est croissante. 1 sur x, elle est parce que si x tend vers 0, quand x tend vers 0, cette valeur tend vers plus l'infini. Quand x tend vers 1, donc la fonction elle est décroissante. Donc, la plus petite valeur, c'est 1. La plus petite valeur, c'est 1. Une fonction bornée, une fonction est dite bornée dans E si elle est à la fois majorée et minorée. Donc, par exemple, parmi les fonctions connues qui sont bornées, la fonction sinus ou bien cosinus, qui sont minorées par moins 1 et majorées par 1. Très bien. Donc ça, c'est concernant les fonctions. Directement, on va voir la notion de la monotonie. La notion de la monotonie. La monotonie d'une fonction ou sens de variation d'une fonction, croissance, décroissance et constante. Donc la monotonie ou bien le sens de variation, c'est اتجاه تغيرات. هل الدالة متزايدة متناقصة أم ثابتة. Donc on commence, donc ça c'est la monotonie d'une fonction, on commence par la croissance. Donc une fonction est dite croissante dans E, si seulement si, la première définition, quel que soit x1, x2, si x1 inférieur ou égal à x2, f de x1 inférieur ou égal à f de x2. D'accord? Et si les inégalités sont strictes, c'est-à-dire inférieures strictement, vous voyez que c'est le même sens, on dit que la fonction, elle est strictement croissante. Elle est strictement croissante. Parmi les fonctions qui sont connues, on a la fonction racine de x, par exemple, elle est strictement croissante. ln, elle est strictement croissante. Exponentielle, elle est strictement croissante. Très bien. Directement, on va faire la définition de la décroissance. دالة متناقصة. Une fonction f est dite décroissante dans E, si seulement si, quel que soit x1, x2, si x1 inférieur ou égal à x2, donc ici on va changer l'ordre. f de x1 supérieur ou égal à f de x2. D'accord? Et elle est strictement décroissante si les inégalités sont strictes. Si les inégalités sont strictes. Par exemple, la fonction f de x est égale à x au carré est strictement décroissante dans R moins. Dans R moins. D'accord? Parce que dans R plus, la fonction x au carré, elle est strictement croissante. Mais dans R moins, côté gauche, elle est strictement décroissante. Ça, c'est R moins. Très bien. Définition. Une fonction monotone, respectivement strictement monotone, est une fonction qui est ou bien
croissante ou bien décroissante. Donc si elle est que croissante ou bien que décroissante, on dit qu'elle est monotone. Respectivement, si elle est strictement croissante ou bien strictement décroissante, on dit qu'elle est strictement monotone. Mais n'oubliez pas cette remarque. Surtout pas les deux. C'est-à-dire, si on va tracer table des variations, et on va trouver croissante et décroissante, on ne va pas dire qu'elle est croissante et décroissante. On va dire qu'elle est ni croissante ni décroissante. C'est-à-dire, surtout pas les deux, car si une fonction dans un ensemble E est croissante et à la fois décroissante, d'accord, alors la réponse finale, elle est ni croissante ni décroissante. Parce que pour dire qu'elle est croissante, il faut qu'elle est croissante dans tout l'intervalle. Pour dire qu'elle est décroissante, il faut qu'elle est décroissante dans tout l'intervalle ou bien le domaine de définition. Très bien. Donc si on a les deux, on va dire qu'elle est ni croissante ni décroissante. Fonction constante. Donc une fonction f est dite constante dans E si seulement si, à chaque deux éléments différents x1 différents de x2, les images sont égales. Les images sont égales. f de x1 est égal à f de x2. Par exemple, tout simplement, f de x est égal à 1 est une constante sur R. Est une constante sur R. Est une fonction constante sur R. Très bien. On va passer à autre chose, limite et continuité. Limite et continuité. Donc la limite d'une fonction f en un point x0, si elle existe, alors elle est unique. D'accord? Toujours si on va trouver une limite, il faut qu'elle doit être unique. Et elle est égale à la limite à droite et la limite à gauche. Et on écrit la limite de f de x quand x tend vers x0 est égale à la limite de f de x quand x tend vers x0 plus, x0 plus c'est-à-dire par des valeurs supérieures, est égale à la limite quand x tend vers x0 moins, c'est-à-dire x tend vers x0 par des valeurs inférieures, est égale à la limite 1. Donc ça se peut que elle, il faut que elle soit unique. Ça se peut que elle soit une constante comme elle est égale à l'infini. Opération sur les limites. Bien sûr, pour le plus, toujours si on a une constante, plus l'infini, c'est plus l'infini. Constante, moins l'infini, c'est moins l'infini. Surtout, ici, je vais parler dans ce tableau qui est là, sur les formes indéterminées. Fi, c'est forme indéterminée. En arabe, c'est halat adam at-ta'yin. Par exemple, si on va faire plus l'infini, moins l'infini. La somme, c'est une forme indéterminée. D'accord? 0 fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. 0 fois moins l'infini, c'est une forme indéterminée. D'accord? L'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Et 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Très bien. Donc, ce tableau, on a tous les cas entre f et g. Sur la somme, le produit et le rapport. Très bien. Donc, f et désigne une forme indéterminée. Théorème. Si on a f de x, une fonction bornée, f de x bornée, elle est bornée. On a un minorant et un majorant. Et la limite de g de x, une autre fonction, est égale à 0. Donc, toujours quelque chose qui tend vers 0 fois quelque chose borné, la limite est égale à 0. Parce que le seul problème, le 0, c'est qu'il est multiplié par l'infini. Mais 0 fois quelque chose constante, toujours on va trouver le 0. Donc, on utilise cette propriété-là. D'accord? Par exemple, dans ce cas, si on n'a pas ça, cosinus l'infini, cette limite n'existe pas. Cette limite n'existe pas. D'accord? Mais si on a x au carré, puisque ça tend vers 0, et ça c'est borné entre moins 1 et 1, cosinus 1 sur x bien sûr. Cosinus 1 sur x, elle est bornée entre moins 1 et 1. Donc 0 fois quelque chose borné, toujours la limite est égale à 0. Une autre définition, la continuité, en arabe c'est istimrariya. Donc soit f est une fonction définie en un point x0 de E, on dit que f est continu, mustamirra, en x0, si seulement si f est continu à droite et à gauche de x0. C'est-à-dire, donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faut que la limite de f de x quand x tend vers 0 est égale à la limite de f de x quand x tend vers x0 par des valeurs supérieures est égale à la limite de f de x quand x tend vers x0 par des valeurs inférieures est égale à f de x0. Très bien. On va vous donner un exemple.
Donc f, elle est définie de r vers r. F de x est égal à sinus x sur x si x différent de 0. Elle est égale à 1 si x est égal à 0. Donc vous voyez que si on n'a pas ça, dans ma définition, c'est r étoile. Mais puisqu'on est égal à 1 si x est égal à 0, pas de problème. Donc si on va calculer ça, la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0, on va trouver qu'elle est égale à 1, est égale à f de 0. Alors f est continue en 0. Et même, elle est continue dans R, car si x différent de 0, la fonction sinus x sur x est égale à sinus x fois 1 sur x. Le produit de deux fonctions qui sont continues dans R étoile. Parce que ici, le seul problème, c'est 0. Mais si x différent de 0, pas de problème. Donc, c'est-à-dire cette fonction, elle est continue sur R. Très bien. Propriété des fonctions continues. Propriété des fonctions continues. Donc, soit f et g deux fonctions continues sur i et alpha appartient à 1. Donc, si f plus g, si les deux sont fonctions continues, la somme elle est continue, le produit par un scalaire est continu, le produit de deux fonctions continues est une fonction continue, et même le composé de deux fonctions continues est une fonction continue. De plus, n'oubliez pas ces trois remarques qu'on va les faire, toute fonction continue sur l'intervalle fermé borné, toute fonction continue sur l'intervalle fermé borné, vérifie les propriétés suivantes. La première, la fonction atteint son minimum. On a un minimum et son maximum. Parce qu'elle est dans un intervalle fermé borné et elle est continue. Donc, puisqu'on a un minimum et un maximum, c'est-à-dire la fonction, elle est bornée. Troisième propriété, la fonction, puisqu'on a la continuité, la fonction atteint au moins une fois toute valeur strictement comprise entre m et grand M. Parce que pour aller de la valeur la plus petite vers la valeur la plus grande, on doit passer au moins une fois, par chaque valeur comprise entre m et grand M, petit m et grand M. Donc n'oubliez pas ces propriétés. Exemple, la fonction f de 0π dans R, f de x est égal à cosinus x. C'est une fonction continue, bornée, avec l'inf c'est moins 1 et le max c'est 1. Donc puisqu'on a le moins 1 et le 1, c'est-à-dire, donc ici on peut faire l'intervalle moins 1, 1, moins 1, 1, d'accord? Alors cosinus x prend toutes les valeurs comprises entre moins 1 et 1, d'accord? Donc, elle va prendre toutes les valeurs comprises entre moins 1 et 1. Très bien. Autre chose, quel est le lien entre les fonctions discontinues et les limites des suites? Le lien entre les fonctions discontinues, دوال غير مستمرة ونهاية المتتاليات, et les limites des suites. Donc, on va vous donner ce théorème. Donc, soit f est une fonction définie sur une partie E de R et A un point de A. De E. D'accord. Alors, si la fonction f admet une limite alpha en un point A, alors elle est unique. De plus, pour toute suite xn, telle que la limite de xn, quand n tend vers l'infini, est égale à A, on va trouver la limite de f de xn est égale à alpha. D'accord? Je vais vous donner un exemple simple ici. Par exemple, si quelqu'un vous demande la limite de 1 sur x, limite de 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini. Donc la limite c'est 0. D'accord? Très bien. Donc si on va changer x par n'importe quelle suite xn, très bien, et le xn tend vers 0, tend vers toujours plus l'infini. Donc vous voyez que la limite, toujours, est égale à 0. D'accord? Donc, c'est un exemple. Donc, par contre, si on peut trouver deux suites, si on peut trouver la xn et yn, tel que le limite c'est A,
et la limite de f de x1 différente de la limite de f de y1, sachant que la limite elle est unique, alors la fonction n'admet pas une limite au point A. Et elle est dite discontinue en A. Discontinue en A. On va vous donner un exemple. Donc, soit f, la fonction de R dans Z, définie par f de x est égal à la partie entière. Juste ça, la partie entière. Donc, où e de x désigne la partie entière de x, e de x c'est le max de y, y appartient à z. Avec y inférieur ou égal à x. Montrons que f n'est pas continu en tout point de z. Donc, soit a appartient à z, on va considérer de suite x1 et y1. La limite de x1 c'est quoi? On va jouer à droite de a et à gauche de a. La limite de x1 c'est a. La limite de y1 c'est a. Ici y1 il est à droite parce qu'on a plus 1 sur 1. Et le x1 c'est à gauche parce qu'on a moins 1 sur 1. D'accord? On est autour de a. Donc, malgré que la limite de x1 est égale à la limite de y1, est égale à a, mais f de x1, c'est quoi? Donc, si on a a, un entier relatif, adad sahih, à droite de a, f de y1, la partie entière, c'est quoi? Donc, ici, on va trouver la partie entière de y1. Donc, la partie entière de y1, c'est quoi? C'est a. D'accord? Parce qu'on a a plus quelque chose, 0, 1 sur 1, c'est 0, mais ici, on est à gauche de a, c'est-à-dire a moins 1 sur 1. À gauche de a, la partie entière, c'est toujours le premier nombre qui se trouve à gauche, c'est a moins 1. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la limite de x1, elle est différente de la limite de y1. Ici, c'est a moins 1, et ici, c'est a. C'est-à-dire, la fonction, elle est discontinue en A. En A, elle est discontinue. D'accord? Très bien. Donc, la partie entière, elle est discontinue dans n'importe quel point relatif. Dans n'importe quel point relatif. Très bien. Fonction continue sur un intervalle. On dit qu'une fonction est continue, définie I, est continue sur I, si elle est continue en chaque point de I. Par exemple, si ton f de x est l'exponentielle, elle est continue sur L. Ln x, elle est continue dans leur domaine de définition, c'est R plus étoile. Cosinus x, elle est continue sur L. Très bien. Passons à un autre paragraphe. Théorème des valeurs intermédiaires. Théorème des valeurs intermédiaires. En arabe, il y a nadariyat al-qiyam mutawassita. Vous avez fait le théorème des valeurs intermédiaires dans le cours du terminal. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires est un outil pour résoudre les équations de type f de x est égal à 0. D'accord? Toujours si on a montré que l'équation f de x est égale à 0, d'accord? C'est-à-dire, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Ou bien, les points d'intersection du graphe avec l'axe x', c'est-à-dire l'axe des x. Très bien. Parce que résoudre f de x est égal à 0, c'est-à-dire on va trouver les x des points d'intersection du graphe avec l'axe x'. Donc on va vous donner théorème de valeurs intermédiaires. Soit f une fonction continue, il faut qu'on ait la continuité, premièrement, dans un intervalle AB, avec AB, tel que f de A fois f de B ont des signes opposés, c'est-à-dire f de A fois f de B est négatif. C'est-à-dire si f de A positif, f de B négatif, et le contraire. C'est-à-dire f de A et f de B ont deux signes opposés. Donc on a deux conditions, la continuité et cette condition. Alors, il existe au moins une constante alpha appartient à B, telle que f de alpha est égal à 0. D'accord? Exemple, explication géométrique du théorème. Si on a une fonction continue, dans un intervalle AB avec l'un des deux images f de A et f de B se trouve au-dessous de l'axe des x et l'autre au-dessous de l'axe des x. C'est-à-dire, l'un des images f de A ou bien f de B, il est au-dessous et l'autre, elle est au-dessus. D'accord?
Alors, pour tracer une courbe de f de A vers f de B, on va tracer une courbe de f de A vers B. D'accord? Une courbe, bien sûr, continue. Cette courbe doit au moins couper l'axe des x. L'axe des x en un point alpha appartient à B, ce qui affirme que f de alpha est égal à 0. يعني باش نقل لكي نذهب من نقطة سالبة نحو نقطة موجبة علينا بالضرورة قطع محور الفواصل على الأقل مرة واحدة. Exemple, soit f de R vers R défini par f de x est égal à cosinus racine de x. Montrons que l'équation f de x est égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle 0,10. Très bien. Bien sûr, les valeurs connues de cosinus, c'est autour de pi sur 2, etc. Donc, la valeur qui est près de 10, telle que son cosinus est connu, cosinus est connu, et pi au carré, parce que pi au carré, c'est à peu près 10. Alors, AF est continu, parce que le cos, il est toujours continu. Ici, c'est le composé de deux fonctions continues. D'accord? Composé de deux fonctions continues. Très bien. Et on a f de p au carré. Si cosinus p est égal à moins 1, elle est négative. F de 0 est égal à 1, positif. Donc f de p au carré fois f de 0 négatif. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins une constante alpha incluse dans cet intervalle qui est inclus dans 0,10, tel que f de alpha est égal à 0. Très bien. Remarque, si A est égal à moins l'infini ou B est égal à plus l'infini, on a la même chose, sauf au lieu d'écrire f de A fois f de B, parce qu'on ne va pas écrire f de moins l'infini ou bien f de plus l'infini. On va écrire la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, fois la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Ou bien, si on n'a que A, on va écrire la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini fois f de b. Ou bien, si on n'a que f de b, donc f de a fois la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. D'accord? Par suite, on trouve le même résultat. C'est-à-dire ici, alpha, il est entre moins l'infini et plus l'infini. Ici, alpha, il est dans moins l'infini b. Et ici, alpha, il est dans a plus l'infini. Exemple. Montrons que l'équation x3 plus 2x au carré moins 5x plus 3 est égal à 0 admet au moins une solution. En effet, on va appeler f de x c'est x3 plus 2x au carré moins 5x plus 3, d'accord, qui est un polynôme continu bien sûr. La limite à gauche dans moins l'infini, c'est moins l'infini parce qu'on va prendre le degré le plus grand, x3 c'est moins l'infini. Et la limite au voisinage de plus l'infini, la limite de x3 c'est plus l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini, elle est négative. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on peut trouver une constante alpha appartient à 1, telle que f de alpha est égal à 0. Pour terminer le théorème des valeurs intermédiaires, on va vous donner une remarque. Si on a les conditions du théorème des valeurs intermédiaires avec la monotonie stricte de la fonction. Donc, avec la monotonie stricte de la fonction, c'est-à-dire elle est soit strictement croissante ou bien strictement décroissante. Alors, le alpha, la constante alpha, alors la constante alpha est unique. Donc, si, par exemple, dans la question, montrer qu'il existe une solution, au moins, on n'applique que le théorème des valeurs intermédiaires. La première condition, la continuité. La deuxième condition, la valeur dans les bornes, le produit des deux valeurs dans les bornes est négatif.
Mais si on a montré qu'il existe un unique alpha, c'est-à-dire il faut ajouter, est-ce que la fonction elle est strictement croissante ou bien strictement décroissante. Très bien. Un autre paragraphe, le prolongement par continuité. Le prolongement par continuité. C'est quoi ce paragraphe qui est là? Donc, dans ce paragraphe, on a une fonction qui n'est pas définie en un point. On a une fonction qui n'est pas définie en un point. C'est-à-dire, on va prendre une fonction f, d'accord, définie dans R, sauf en un point A. Sauf en un point A. Ça se peut qu'elle n'est pas définie en 2 points, 3 points. Mais on va faire le même travail pour n'importe quel point. Donc ici, on va supposer que la fonction f, elle est définie dans R, privée de A. Très bien. Alors, comme question, peut-on prolonger par continuité la fonction f sur R? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut trouver une autre fonction grand F qui est en fonction de petit f, mais au lieu qu'elle est définie dans R moins A, elle va être définie dans R, d'accord? C'est-à-dire, existe-t-il une autre fonction qui dépend de la fonction petit f et qui est définie sur R? Cela signifie le prolongement du domaine de définition et qui rend la fonction continue. Donc, non seulement on va prolonger le domaine de définition, que notre domaine de définition, ici c'est R moins A, on va le rendre R, mais on va ajouter que la nouvelle fonction, il faut qu'elle soit continue. Pour cela, il s'appelle le prolongement par continuité. Prolongement, c'est-à-dire prolonger le domaine de définition, par continuité, c'est-à-dire rendre une fonction continue. Pour répondre à cette question, on suit les démarches suivantes. Première étape, on calcule la limite de la fonction f au point A. On calcule la limite. Par suite, on a l'un des cas suivants. Très bien. Premier cas, la limite est égale à l'infini. C'est-à-dire, on va trouver la limite de f de x est égale à moins l'infini ou bien plus l'infini. Donc, dans ce cas, on va dire que le prolongement par continuité n'existe pas au point A. Et c'est terminé. Donc, si on va calculer la limite et on va trouver l'infini, on va dire directement que le prolongement par continuité n'existe pas. Et c'est terminé. Très bien. Exemple. F, elle est définie de R-0 vers R. F de x est égal à 1 sur x. On a enlevé le 0 parce que le 0 pose un problème. Si on va calculer la limite de f de x, quand x tend vers 0, c'est moins l'infini. Si on va tendre x vers 0 moins, et plus l'infini, c'est x tend vers 0 plus. Donc on a trouvé l'infini, le prolongement par continuité n'existe pas, et c'est terminé au point 0. On ne peut pas prolonger ici. D'accord? Donc le premier cas, si on va trouver la limite, l'infini, le prolongement par continuité n'existe pas. Deuxième cas. La limite à gauche de A est différente de la limite à droite de A. C'est-à-dire, à la limite de la limite à droite de A. C'est-à-dire, donc que signifie ça? C'est-à-dire, on va calculer la limite quand x tend vers A moins, on va trouver différent de la limite quand x tend vers A plus. La même chose ici, on va dire que le prolongement par continuité n'existe pas. Parce que si la limite existe, il faut qu'elle doit être unique. D'accord? On va vous donner un exemple. Donc f, elle est définie de R-0. Toujours, on va R-0. Avec f de x, elle est égale à x ln x, c'est x strictement positif. Et x sinus x sur x, c'est x est strictement négatif. Très bien. On va calculer la limite à gauche. La limite à gauche, quand x tend vers 0 moins, c'est la limite de sinus x sur x est égale à 1. La limite à droite, la limite de x ln x, quand x tend vers 0, c'est 0. D'accord? Donc ici on a trouvé 0 et ici on a trouvé 1. C'est-à-dire, la limite à droite, elle est différente de la limite à gauche, ce qui est donc que le prolongement par continuité n'existe pas. Donc 0 différent de 1. Donc 0 différent de 1. C'est-à-dire, le prolongement par continuité n'existe pas. D'accord?
Donc, deux cas où le prolongement par continuité n'existe pas. Très bien. Troisième cas, dans le calcul de la limite en un point, on trouve deux limites ou plus. On va trouver deux limites ou plus. Sachant que la limite, si elle existe, il faut qu'elle soit unique. La même chose, ce qui affirme ici que le prolongement par continuité n'existe pas. Et c'est terminé. On va vous donner un exemple. F de R moins 0 dans R avec f de x, c'est cosinus 1 sur x. La fonction cosinus, c'est une fonction périodique et cosinus l'infini n'existe pas parce qu'on va tendre x vers 0. D'accord? Donc si on pose dans l'exemple, xn c'est 1 sur 2mp, la limite de ça, quand n tend vers l'infini, c'est 0. yn c'est 1 sur 2mp plus p, la limite de ça, quand n tend vers l'infini, c'est 0. Donc la limite de xn est égale à la limite de yn étant vers 0. Malgré que la limite de f de xn, si on va remplacer, on va trouver cosinus 2mp, c'est 1, d'accord? Et ici, c'est cosinus 2mp plus p, c'est moins 1. Donc vous voyez qu'on a trouvé deux limites différentes, d'accord? Alors, la limite n'existe pas, car les deux limites sont différentes, d'accord? Donc, le prolongement par continuité n'existe pas au point 0. Le prolongement par continuité n'existe pas au point 0. Quatrième cas, on va trouver une limite unique. Donc, on a trois cas où le prolongement par continuité n'existe pas. La limite est égale à l'infini. D'accord? La limite à droite est égale différente de la limite à gauche. Ou bien la limite est égale à deux limites ou plus. C'est-à-dire n'existe pas. Donc, le dernier cas, la limite à gauche est égale à la limite à droite ou est égale à une constante unique. Alpha, une constante unique. D'accord? Donc, entre parenthèses, c'est une constante unique. Très bien. Donc, dans ce cas, on va dire que le prolongement par continuité existe. Le prolongement par continuité existe. Très bien. Donc, deuxième étape, dans les trois premiers cas, les trois premiers cas, le prolongement par continuité n'existe pas. Sauf dans le quatrième cas, le prolongement par continuité existe. D'accord? Donc, on va dire que dans les trois premiers cas, le prolongement par continuité n'existe pas. Et on termine la question. Mais dans le dernier cas, le prolongement par continuité est de la forme. Donc, si la limite, elle existe et elle est unique, on va dire que le prolongement par continuité, au lieu d'écrire petit f, on va écrire grand F. Donc, grand F, au lieu qu'elle est définie de R moins A, on va définir le grand F dans R vers R. Donc, vous voyez qu'on a prolongé le domaine de définition. Et on va écrire x, on associe f de x, c'est x différent de A, parce que pas de problème, c'est x différent de A. Petit f, elle est définie. Et est égal à alpha. Alpha, c'est quoi? C'est la limite qu'on a trouvée ici. Est égal à alpha si x est égal à A. Est égal à alpha si x est égal à A. D'accord? Donc, on a trois cas. Le prolongement par continuité n'existe pas et la question est terminée. Le quatrième cas, le prolongement par continuité, si on va trouver ici alpha, on va mettre le alpha ici et écrire la phrase qui est ici. Grand F, de R dans R. Tous les exercices. On va recopier ici petit f, c'est x différent de la valeur A qui pose un problème. Et ici, on va poser la limite si x est égal à A. La limite si x est égal à A. Alors, dans ce cas, la fonction grand F est définie dans R et elle est continue. C'est-à-dire qu'on a prolongé le domaine de définition et en plus de ça, elle est continue. Donc, par exemple, f, elle est définie de R-0 vers R avec f de x, c'est sinus x sur x. Donc, la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0, c'est 1. Donc, vous voyez que c'est une constante unique. Alors, le prolongement par continuité existe. D'accord? Et il est de la forme, grand F. Vous voyez que c'est la même écriture qui est là. X. Ici, on va recopier f de x, c'est x différent de 0 parce que 0 pose un problème. Et si x est égal à 0, ici, on va poser la limite trouvée. Ici, on a trouvé 1. Donc, on va la recopier ici. Et c'est terminé. Très bien. Fonction monotone continue.
proposition. Si f est une fonction continue strictement monotone dans un intervalle, alors f est bijectif. Donc si par la question c'était est-ce que f est bijectif et on a tracé la table des variations et on a trouvé qu'elle est continue et strictement croissante ou bien strictement décroissante, on va dire directement que la fonction f est bijective. Par exemple, ln x, dans cet intervalle, la dérivée c'est 1 sur x, elle est positive et elle est continue, donc ln x est une fonction bijective. Bien sûr, la fonction inverse de ln x c'est exponentielle x. Très bien. On va passer à un autre paragraphe, dérivation d'une fonction réelle. Dérivation d'une fonction réelle. Très bien. Donc on va commencer par la définition de la dérivée. La définition de la dérivée. Donc normalement ce paragraphe il est dans la deuxième partie, mais comment on va le faire? Parce que dans les fonctions inverses, on va utiliser la notion des dérivées. Donc définition de la dérivée. Soit il y a un intervalle de R, x0 un point de i, donc une fonction f définie de i vers R continue en x0, parce que pour parler sur la dérivée, il faut qu'on a la condition de la continuité. Donc on dit que f est dérivable en x0, on dit que f est dérivable en x0 si on a la condition suivante. Il existe un nombre réel unique alpha, tel que, voici la définition de la dérivée. Il faut que la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, quand x tend vers x0 par des valeurs supérieures, est égale, la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, quand x tend vers x0 par des valeurs inférieures, est égale la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, quand x tend vers x0, est égale à une constante unique. N'oubliez pas qu'au terminal, on a appelé ça la définition de la dérivée. En arabe, c'est l'adad al-mushtaq. Alpha est appelé la dérivée de f au point x0 et on le note f' de x0. D'autre part, on a une autre définition. Si on pose x moins x0 est égal à h, on a la définition en fonction de h. Au lieu de trouver f de x moins f de x0 sur x moins x0, on va trouver f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Donc c'est la même. Et le h, puisque x tend vers x0, le h va tendre vers 0. Très bien. De plus, si la limite à droite est égale à une constante, on va dire qu'elle est dérivable à droite. Et si la limite à gauche est égale à une constante, on va dire qu'elle est dérivable à gauche. D'accord? Et pour qu'elle soit dérivable, la fonction est dérivable, il faut qu'elle soit dérivable à gauche et à droite. Autre chose, la fonction est dérivable dans tout l'intervalle i quand elle est dérivable en tout point x0 de i. D'accord? C'est-à-dire si elle est dérivable en chaque point, donc elle est dérivable dans tout l'intervalle. Exemple, on va trouver la dérivée de sinus x en utilisant la définition de la dérivée. Donc, trouver la dérivée de f de x est égale à sinus x en utilisant la définition de la dérivée en un point x0. Bon, f' de x0, c'est la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0. Ici, on ne va pas faire à droite et à gauche parce que la fonction sinus, elle est continue. Très bien. En remplaçant, on va trouver sinus x moins sinus x0. Très bien. Et ici, on va appliquer une formule trigonométrique sinus a moins sinus b. Sinus a moins sinus b, c'est 2 fois sinus a moins b sur 2 fois cosinus a plus b sur 2. C'est-à-dire, c'est 2 fois sinus x moins x0 sur 2 fois cosinus x plus x0 sur 2, le tout sur x moins x0. On va mettre le 2 qui est ici au-dessous de x moins x0. Pourquoi? Parce que la fonction qui est là, elle est de la forme sinus alpha sur alpha, avec alpha tend vers 0. Donc, sinus alpha sur alpha avec alpha tend vers 0, c'est-à-dire cette limite va tendre vers 1. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la limite de ça, cosinus x plus x0 sur 2. X tend vers x0, on va trouver 2x x0 sur 2. 2 avec 2, on va le simplifier. On va trouver cosinus x0. Donc, vous voyez pourquoi la dérivée de sinus, c'est cos. Donc, quel que soit x appartient à R, sinus x', c'est cosinus x.
Très bien. Proposition, si f n'est pas continue en un point x0, elle n'est pas dérivable en ce point. C'est-à-dire qu'il faut commencer par la continuité, ensuite on va faire la dérivabilité. Lien entre la dérivée et la monotonie. D'accord? Donc si f est une fonction qui est dérivable dans un intervalle, et alors on a les cas suivants. Fonction dérivable, c'est-à-dire il faut qu'elle soit continue. Donc on a les cas suivants. Donc, si quel que soit x, une minute, la dérivée f' de x, si elle est positive, ça c'est f', c'est pas f de x, une minute. Donc, si f' de x supérieur ou égal à 0, on dit que f est croissante. Si f' de x est supérieur strictement à 0, d'accord, on va dire qu'elle est strictement croissante. Si f' de x est inférieur ou égal à 0, on va dire qu'elle est décroissante. Si f' de x est strictement inférieur à 0, on dit que f est strictement décroissante. Et si f' de x est égal à 0, on dit que f est une fonction constante. D'accord? Donc tout le monde connaît ça. On a fait ça au terminal. Quelques propriétés sur les fonctions dérivables. Étant donné sur un intervalle i deux fonctions f, g qui sont dérivables en un point x0. Alors f plus g est dérivable en x0 et on a la dérivée de f plus g, c'est la dérivée de f plus la dérivée de g. Très bien. La même chose, une constante, un scalaire fois une fonction dérivable, c'est une fonction dérivable avec la dérivée de a fois f, c'est a fois la dérivée de f. Très bien. Le produit est dérivable, la même chose si les deux sont dérivables. Et la dérivée du produit f fois g, c'est f' fois g plus f fois g'. D'accord? Et pour le rapport, si on a g de x0 différent de 0, parce qu'on va diviser sur g de x0, donc f sur g est dérivable en x0, et on a la dérivée de f sur g, c'est f', vous connaissez cette formule, f' x0 fois g de x0, moins f de x0 fois g' de x0, le tout sur g de x0 au carré. D'accord? Très bien. Donc, c'est des formules qui sont connues. Dérivée d'une fonction composite, terkib, comment on dérive? Donc, soit f, j'ai deux fonctions qui sont dérivables, bien sûr. Donc, si la fonction, une minute, donc si la fonction f est dérivable en x0, et si g est dérivable en f de x0, alors g rang f est dérivable en x0, et on a g rang f' de x0, c'est quoi? C'est f' de x0 fois g' rang f de x0. Ça, c'est le rang. D'accord? C'est qui? D'accord? Donc, g' rang de f de x0, c'est g' de f de x0. Donc, n'oubliez pas que la dérivée du composé, c'est f' de x0 fois g' composé avec f de x0. Exemple, la dérivée de sinus f de x', c'est f' fois cosinus f de x. Parce que la dérivée de sinus, c'est cosinus. D'accord? Très bien. Donc, pour terminer, les dérivées d'ordre supérieur. On note les dérivées d'ordre supérieur d'une fonction f qui est dérivable dans i, un intervalle de r, par f1. Donc, n entre parenthèses. Parce que si on ne met pas les parenthèses, c'est la puissance. Mais f
entre parenthèses n, c'est les dérivés. Vérifions. Bon, la dérivée d'ordre 0, c'est f elle-même. La dérivée d'ordre 0, c'est f elle-même. Et la dérivée d'ordre k plus 1, c'est la dérivée de la dérivée kn. La dérivée de la dérivée kn. Donc, pour calculer les dérivées d'ordre supérieur, on calcule la première dérivée. Et les premières dérivées, c'est-à-dire la première, la deuxième, la troisième. Et à partir de ces calculs, on s'inspire pour trouver une relation plus générale qu'on peut utiliser le raisonnement par récurrence pour la démontrer. D'accord? Pour la démontrer. C'est-à-dire, on va calculer la première, la deuxième, la troisième, quatrième. Donc, à partir de ces premières dérivées, on peut conclure une dérivée plus générale d'ordre n, d'accord, qu'on peut la démontrer par récurrence ou bien directement. Exemple, calculer les dérivées d'ordre n des deux fonctions. Donc, la première fonction, f de x, c'est cosinus x. Donc, vous voyez que la première dérivée, c'est moins sinus. La deuxième dérivée, c'est moins cos. La troisième, c'est sinus. La quatrième, c'est cosinus. C'est-à-dire, on va faire les choses d'une manière périodique. Parce qu'on a retrouvé le cos. Ensuite, moins sinus, moins cos, sinus, cos, etc., etc. C'est-à-dire, la dérivée n-ième, elle est égale à cosinus x si n est égal à 4k, parce que la période, c'est 4 ici. D'accord? Moins sinus si n est égal à 4k plus 1. Moins cos si n est égal à 4k plus 2. Et sinus si n est égal à 4k plus 3. On peut laisser la réponse comme ça. Sauf, ici, ici on a une explication. D'après le cercle unité, daïra mutlatiyya, on a une formule qu'on peut réduire ces quatre équations en une seule, c'est cosinus x plus 1pi sur 2. Donc si on va remplacer le n par 4k, on va trouver cos. n par 4k plus 1, on va trouver moins sinus. n par 4k plus 2, on va trouver moins cos. n par 4k plus 3, on va trouver sinus x. Très bien. Car le calcul devient périodique. Deuxième exemple, g de x est égal à 1 sur 1 moins x. Donc g', la première dérivée, c'est 1 sur 1 moins x au carré. G seconde, c'est 2 sur 1 moins x à l'absence 3. G3, c'est 2 fois 3 sur 1 moins x à l'absence 4. Vous voyez qu'à partir des trois premières dérivées, on peut déduire la dérivée d'ordre n. Pourquoi? Parce que ici 1, on a trouvé ici 2. Ici 2, on a trouvé ici 3. Ici 3. Ici 4. Donc, si on est dans la dérivée d'ordre n, ici c'est n plus 1. Et ici c'est 1. 2, normalement ça c'est 1 fois 2. D'accord? Ça c'est 1 fois. La dérivée deuxième c'est 1 fois 2. La dérivée troisième 1 fois 2 fois 3. Donc la dérivée énième c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'au n, c'est-à-dire c'est le n factoriel. Mais il faut démontrer ça par récurrence. Donc par récurrence, pour n est égal à 1, déjà on a calculé ça. Très bien. Elle est vraie, d'après le premier calcul. On suppose que la relation est vraie pour n fixé et on démontre qu'elle est vraie pour n plus 1. Donc la dérivée d'ordre n plus 1, on va dériver ça une fois. Donc c est égal à ça. Par un simple calcul, on va trouver 1 plus 1 factoriel sur 1 moins x à la puissance 1 plus 2. C'est-à-dire, on a démontré ça par récurrence. Conclusion, quel que soit n appartient à n étoile, la dérivée d'ordre n, c'est n factoriel sur 1 moins x. Même ici, on peut faire n, parce que la dérivée d'ordre 0, c'est f de x, et le 0 factoriel, c'est 1. 0 factoriel, c'est 1. Et si on va remplacer n par 0, on va trouver 1 moins x. C'est-à-dire, on peut élever ces n. Et c'est terminé. Merci pour votre attention.